Donc à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je fais là en fait. C'est vrai qu'un petit peu plus de respect sur ce match-là par rapport à moi, ça aurait été bien. Et là, l'arbitre me regarde et est désespéré pour nous, parce qu'il me dit que c'est fini. Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Le 22 mai 1998, les 28 joueurs de l'équipe de France vont vivre la nuit la plus longue de leur vie. Et pour 6 d'entre eux, tout va s'arrêter brutalement. Un traumatisme dont ils ne se remettront jamais. Mais avant tout, il faut remonter aux origines du début de notre histoire. Particulièrement ce terrible soir de 1993, pour comprendre le contexte tendu entre les médias et l'équipe de France, qui se poursuivra jusqu'en 1998. Oh, il a réussi à se retourner et but. Il a réussi à se retourner. Et but israélien marqué. Ce soir-là, David Ginola, auteur d'une passe décisive puis d'un but, permet à l'équipe de France de mener 2-1. Attention, Ginola. Allez Franck. Allez Franck. Et voilà. Allez Franck. Pied gauche cette fois. David Ginola face à Alphon. Oui, ben oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Oh, un but aérien du meilleur buteur français actuel, David Ginola. Le Guen, Alphon, Berkovic, bien joué, Rosenthal qui s'est remis dans le bon sens. Mais les Bleus se font égaliser à la 85e minute. Il est passé. Oh, il fallait la sortir. Oh, penalty. Oui, mais elle est rentrée. La France est toujours qualifiée à cet instant, puisqu'il suffit d'un point aux Bleus pour faire partie de la Coupe du Monde aux États-Unis l'été prochain. Mais Rosenthal est en feu, et sur un déboulé côté gauche, il adresse un centre en retrait pour Attard. Oh, que je n'aime pas ça. Oh, que je n'aime pas ça. Le numéro 10 crucifie l'équipe de France à la 93e minute. On a manqué quelque chose d'énorme ce soir, la qualification, le bonheur, le fait d'être tranquille dès maintenant pour préparer les États-Unis tranquillement. Et bon, on a fait les cons et on n'a qu'à s'apprendre qu'à nous-mêmes. Là, vraiment, c'est vraiment une grosse connerie. Les tricolores devront au moins faire match nul le 17 novembre contre la Bulgarie au Parc pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde l'été prochain aux États-Unis. Jean-Pierre Papin et ses amis n'auront pas intérêt à pédaler dans les yaourts, d'autant que les Bulgares semblent en pleine forme si l'on en croit leur match d'hier. Il y a deux qualités qui nous mènent aux États-Unis, au-delà du talent et au-delà du combat tactique, c'est la lucidité et la solidarité. Gérard Houllier prendra la décision avec son staff composé de Henri-Émile et Aimé Jacquet de ne pas titulariser l'attaquant du PSG contre la Bulgarie, malgré son bon match contre Israël. Vous imaginez si on va pas aux États-Unis? Ah non, je préfère ne pas y penser. Ça serait catastrophique parce que le football français a besoin de ça, parce que nous autres, les joueurs, nous arrivons à 27, 28 ans, je n'ai jamais connu de Coupe du Monde, donc j'ai envie de connaître ça. À l'époque, pas de conférence de presse soignée. Joueurs et journalistes discutent et se partagent café et madeleine ensemble. La composition d'équipe était donnée la veille du match. C'est dans ce salon que les médias s'approchent d'un David Ginola s'écoutant parler. Les journalistes recueillent le sentiment de David Ginola, mécontent d'être remplaçant. Il lâche. Tout le monde n'est pas traité de la même manière en équipe de France. Il n'en faut pas plus pour que les journalistes se ruent sur Ginola. Lors d'une interview donnée des années plus tard chez Canal+, il dira « Le matin, quand j'ouvre un journal, il y avait une équipe type et je n'y étais jamais. Je n'ai pas envie d'être le bon 12e homme qui met l'ambiance. Je suis un footballeur. Je viens pour jouer au football. À la limite, je préfère qu'on dise « Quel connard ce Ginola » et être sur le terrain. » Donc vous réclamez une place de titulaire. Si vous le dites. Gérard Houllier aurait sans doute renvoyé le joueur de l'équipe de France chez lui s'il n'avait pas présenté ses excuses au groupe le lendemain matin. Certains joueurs, notamment marseillais, avaient envie de lui casser la gueule, se souvient Henri-Émile, adjoint à cette époque. C'est donc dans ce contexte très tendu que l'équipe de France doit affronter la Bulgarie. J'avoue que quand on présente un petit peu la préparation de l'équipe bulgare, on s'aperçoit que c'est tout juste s'ils partent pas en guerre, je veux dire. Ils se sont isolés, on ne sait pas où ils sont, ils ont une interdiction de parler à la presse. Ça fait un petit peu commando, mais je crois que pour gagner ce genre de match, cet ultime match finalement, pour se qualifier, il faut avoir un esprit commando. Sans parler de la rivalité entre les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, vainqueurs de la Ligue des Champions quelques mois plus tôt. Un contexte glacial, tant dans le vestiaire que sur la capitale, avec une météo de moins 2 degrés affichée pour la rencontre. La soirée commence bien au Parc des Princes. La France ouvre le score en premier par Eric Cantona. Et à bout portant, dans le petit angle. Bien frappé, bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. L'égalisation de la Bulgarie est un résultat toujours à l'avantage de l'équipe de France.
En deuxième mi-temps, alors que part à l'échauffement David Ginola, le Parc des Princes cante son nom. Il avouera qu'il ne s'attendait absolument pas à rentrer en jeu, vu ce qui s'était passé précédemment entre Gérard Houllier et lui-même. Mais le coach, sans doute influencé par le public, décide de le faire rentrer à la 70e minute de jeu. Excentré côté droit, Ginola obtient un coup franc à la 89e minute et 30 secondes de jeu. Il joue le coup franc à 2. Vincent Guérin donne le ballon à El Magnifico, en pensant que David Ginola va aller au poteau de corner afin de gagner du temps et permettre à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais Ginola se dit qu'il reste trop peu de temps pour une éventuelle contre-attaque et décide de centrer. Son geste est mal maîtrisé. Le ballon finit malheureusement par dépasser Eric Cantona, alors seul dans la surface de réparation. Contre-attaque éclair de l'équipe bulgare. En 3 passes, Kostadinov reçoit un ballon aérien. Il contrôle et arme du pied droit. Une frappe surpuissante qui passe sous la barre transversale de Bernard Lama et punit les Bleus. Eric Cantona raconte. Et là, l'arbitre me regarde et est désespéré pour nous, parce qu'il me dit que c'est fini. Dans la froideur de ce mois de novembre 1993, on voit les visages abattus des joueurs français. Ils ne croient pas du tout à ce qui vient de se passer. À la fin du match, le Parc des Princes est absolument silencieux. Quelques secondes avant le coup franc joué par Vincent Guérin et David Ginola, Aimé Jacquet avait tenté de se diriger vers les deux joueurs pour leur demander de conserver le ballon au poteau de corner. Mais il est finalement empêché de rentrer sur le bord du terrain, à cause d'un protocole de sécurité très rigoureux. Une simple barrière de sécurité déployée par les forces de l'ordre pour éviter des intrusions sur le terrain. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? À ce niveau-là, ça paraît si évident. Car à la fin de cette rencontre, il faut un coupable. L'humain, ou plutôt le cerveau humain quand survient un événement traumatique, se met en mode défense, puis tente de trouver une logique à cet événement. Pour Gérard Houllier, sa logique est simple, et met en porte-à-faux David Ginola. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante, parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Des propos déformés par la presse traitant Ginola d'assassin ou de meurtrier. Évidemment, Gérard Houllier avoue avoir manqué de justesse dans sa conférence de presse. Une conférence de presse pleine de colère, dans un chaos où seule la presse s'en donne à cœur joie. Être attaqué comme ça, je trouve ça un petit peu désolant, parce que quand on essaye d'être honnête avec soi-même et avec les autres, je crois que c'est difficile à accepter. Je n'ai ni commis de crime, ni j'essaie de faire mon métier du mieux possible, et c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. Eric Cantona reviendra sur cet épisode dans le documentaire La cicatrice. C'est arrivé 1000 fois, le mec s'embrouille avec l'entraîneur, il ne le fait pas jouer, au final il joue, il te fait gagner. C'est arrivé 1000 fois, et là, c'est pas arrivé. La France est en train de préparer un match capital tellement cher à la France. Ils ont aucun scrupule, ces gens-là. Allez voir celui qui ne joue pas, et si on peut aller foutre la merde, alors on va foutre la merde. Apparemment, ils ont réussi. Le King de Manchester dit « C'est un problème d'équipe, je ne veux pas m'exclure de ce problème, mais quand on ne respecte pas le jeu, on ne demande qu'au destin de se retourner contre nous. » La presse détruit l'équipe de France. Voici des titres que l'on pouvait voir à l'époque. Emmanuel Petit dira « C'est à travers les défaites que l'on voit les vraies dimensions d'une équipe, et non pas à travers les victoires, et on a tendance à l'oublier. » Le 25 novembre, 8 jours après la débâcle contre la Bulgarie, Gérard Houllier décide de démissionner de son poste de sélectionneur. Les grandes manœuvres commencent pour le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, qui n'est autre que son adjoint Aimé Jacquet. Fils de boucher, le sélectionneur de l'équipe de France connaît une carrière de joueur ornée de succès avec les Verts de Saint-Étienne. Vainqueur du championnat de France par 5 fois, puis avec les Girondins de Bordeaux en tant qu'entraîneur avec 3 titres de champion. Par la suite, il connaît 2 licenciements par Montpellier puis Nancy. À sa nomination à la tête des Bleus, les journaux le traitent d'has-been, le journal L'Équipe de ringard qui ne connaît rien au foot. La faute a un accent prononcé et une silhouette qui, selon certains médias, manque de charisme. Juste Fontaine, ancienne légende des Bleus, traite Aimé Jacquet de trouillard. Il y a eu une coupure dans l'information parce qu'il y avait un journal qui n'avait rien compris et qui sont des incompétents. Malheureusement, c'est le seul en France sportif. Je suis déçu et honteux pour eux. Les résultats de l'équipe de France ne sont pas au beau fixe. Bien que l'équipe de France ne perde pas, ils ne produisent pas du beau jeu. Ce qui agace le journal L'Équipe qui réclame tout simplement la démission de l'homme du Forez, le traitant de paysan. Le sélectionneur et son adjoint filent en Angleterre direction Manchester. Ils y rencontrent Eric Cantona, le King,
qui jouit d'une immense popularité, rencontre les deux hommes. Après 1h30 d'attente, le roi descend les marches de l'hôtel. L'entrevue est faite à l'abri des regards. La sentence tombe. Aimé veut à l'horizon de l'Euro et surtout du Mondial bâtir son équipe autour de Zidane. Au vu de l'immense statut du King, il ne compte pas le prendre comme remplaçant, mais il compte sur lui au cas où Zizou se blesse. Cantona, jusqu'alors capitaine de Manchester, serre la main aux deux hommes et prétexte un impératif mensonger. Cantona aura finalement joué son dernier match en bleu le 18 novembre 1995. Seul spectateur privilégié de ce rendez-vous, Henri-Émile se souvient. Aimé a aussi demandé à Eric Cantona de jouer avant-centre, poste pour lequel il avait toutes les aptitudes. Canto lui rétorqua qu'il ne voulait jouer que milieu de terrain créatif. Aimé est allé jusqu'au bout de son idée, et cette idée s'appelait Zidane. Si Mémé n'avait pas performé lors de l'Euro 96, nul doute ne fait qu'il aurait été remplacé. Battu en demi-finale par les Tchèques au tir au but, il se voit conforté dans son rôle de sélectionneur. À l'occasion de la Coupe du Monde 1998, le sélectionneur ne convoque pas 22, mais 28 joueurs. Et s'attire des foudres du journal L'Équipe. Le lendemain, le journal a pour titre « Et on joue à 13 ?» Une situation toujours plus tendue entre la presse et le sélectionneur, qui va devoir vivre une situation des plus pesantes pour une sélection. À la fin du stage de préparation, il devra bannir 6 joueurs du groupe. 6 footballeurs qui n'ont qu'un rêve en tête, remporter la Coupe du Monde en France avec le maillot bleu. Au soir du 22 mai 1998, le très décrié Aimé Jacquet s'apprête à annoncer la terrible nouvelle. Premier arrivé devant la porte, Nicolas Anelka toque. Nico est le dernier arrivé chez les Bleus. Le gamin de 17 ans s'était exprimé sur son éventuelle non-sélection. Je serai déçu, un peu dégoûté même s'il n'y a pas longtemps que je suis en équipe de France. Ce ne sera pas une injustice. Si je reste et que Thierry Henry n'y est pas, j'irai lui parler, car c'est mon pote. Aux autres, je ne dirai rien, car ce serait hypocrite. Si je pars, je ne veux pas que certains se croient obligés de venir me consoler. L'impact des choix d'Aimé Jacquet va être considérable sur la suite de la carrière des joueurs. Et ça, aucun d'entre eux ne le sait encore. En 1992, Nicolas Anelka intègre l'INF Clairefontaine. Thierry Henry se souvient. Nico, on se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 13 ans. Et on s'est toujours bien entendu. On a toujours été en chambre ensemble. On a toujours tout fait ensemble. À chaque fois qu'on est en sélection, on est toujours ensemble. Moi, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a besoin de personne pour marquer un but. C'est-à-dire qu'on peut être dominé pendant tout le match. Il peut te prendre un ballon, dribbler 4 mecs et aller marquer, quoi. Et voilà, le match, il est plié. À 16 ans, en 1996, il marque son premier but au Parc des Princes. Un effectif rempli de stars. Raïd, Patrick Mboma, Pascal Nouma, Georges Weah et le coach Luis Fernandez. Au matin de jouer l'un des matchs les plus prestigieux pour tout footballeur, l'enfant de Trappes descend au traditionnel petit déjeuner collectif. Un silence inhabituel s'installe à l'arrivée de Nico, toujours aussi impassible. Ricardo rompt le silence. Journal en main, il se lève et se dirige vers Anelka. « Mais pourquoi tu nous fais ça ?» dit le directeur sportif en lui montrant le Parisien avec pour titre. Anelka annonce son départ pour Arsenal. D'un flegme assuré, il répond. « Ici, on peut pas me faire confiance. Je veux jouer pour progresser, pas être remplaçant sous prétexte d'avoir 17 ans, je connais ma valeur. » L'affaire Anelka explose. Nico, malgré lui, se retrouve dans une bataille juridique encore jamais vue dans le foot. Anelka ne signe pas son premier contrat pro avec son club formateur, comme le veut la coutume. Précurseur du foot business, il a ouvert la voie aux futures générations. L'entourage d'Anelka et d'Arsenal s'engouffre dans la brèche sur la libre circulation des joueurs en Europe, plus communément appelée la loi Bosman. Arrivé à Londres, Pat Vieira prend le Parisien sous ses ailes pour l'emmener aux entraînements. Les premiers mois sont difficiles pour le prodige français. Lors du dernier match de la saison contre Derby County, il est sur le point de tout claquer. Après une discussion avec Arsène Wenger, il se ravise et finit par monter dans le bus. Entré en jeu à la suite de la blessure de Paul Merson, il réalise une prestation XXL et sera élu homme du match. Malgré les 13 points de retard des Gunners contre Manchester United, les Londoniens recollent au classement face à Manchester, désormais à un petit point. Contre les Red Devils, Nico dévie le ballon de la tête pour Mark Overmars, qui file au but et inscrit le but victorieux. Arsenal est champion d'Angleterre. Anelka semble avoir fait le bon choix. Buteur en finale de la FA Cup, il obtient le doublé Coupe Championnat et s'impose à 19 ans comme un candidat sérieux pour la Coupe du Monde à venir. Au même moment, Dugarry peine à s'imposer au Barça.
Il joue 13 matchs et supplie Van Gaal de le laisser partir pour avoir une chance de disputer la Coupe du Monde. Il se fait prêter à Marseille où il inscrit 1 but en 9 matchs. Quand dans le même temps, un certain Thierry Henry performe également. En 47 matchs, il inscrit 11 buts et 4 passes décisives avec Monaco. Loin d'un certain Stéphane Guivarch, auteur de 36 buts en 44 matchs avec Auxerre. La concurrence est rude, mais il y a de quoi espérer pour le désormais ex-Titi parisien. Averti d'un coup de téléphone par la réception, il est convoqué dans le bureau du coach. Il quitte la chambre qu'il partage avec Thierry Henry. Il est près de 21h30 quand Nico, après avoir toqué à la porte chambre 15, entre. Dans ses souvenirs, il est le 2e ou le 3e. Il raconte. Je vois Sabri Lamouchi, Letizy, L'Aigle, puis Hibou. Ça fait 4, avec moi ça fait 5. Martin Djetou arrive le dernier. Écorché vif, Anelka reste de marbre mais ne peut s'empêcher de prendre cela comme une injustice. Il dira avec un flegme propre à lui-même « Ah, c'est pas grave, je vais en profiter pour passer mon permis. » Toujours aussi sûr de lui, Anelka n'en démord pas. 8 mois plus tard, de nouveau sélectionné, il inscrit un doublé contre l'Angleterre. Pays qu'il quittera en 1999 pour l'Espagne, direction la capitale. 220 millions de francs déboursés par les merengues pour recruter la pépite du foot français. Il évoque non sans peine tout ce qu'il subit pour son premier jour au sein de la Casablanca. Et quand j'arrive, donc je m'assois, mais j'ai pas de place. Donc j'attends tout le monde. Donc ils arrivent au compte-gouttes, tu vois, ils arrivent. Et chaque fois qu'il y en a un qui arrive, je dis excuse-moi, ça c'est ma place. Donc je me décale à chaque fois. Il y a eu une trentaine de fois parce qu'il y avait des joueurs qui revenaient de près. Donc je sais pas si tu vois, il y avait des places où on était à 2 sur une place. J'étais en concurrence et donc à mon poste il y avait Morientes. D'accord. Donc c'est Espagnol et Raoul, tu vois. Deux mecs qui se connaissaient. Et en plus de ça, sur le terrain, j'étais pas bon. Le premier jour où j'arrive, il y a Samuel Eto'o qui vient me voir. Il me dit fais attention à eux, comme ça. Il me dit fais attention à eux parce qu'eux ils sont partis voir le président pour lui dire pourquoi tu prends Anelka alors qu'on a Morientes. Donc quand il me dit ça, je sais que c'est compliqué. C'est pas facile l'intégration. Très très compliqué. Et après la suite a prouvé que voilà c'était un enfer. En quête de scoop, les médias vont jusqu'à escalader le portail de chez lui pour essayer de filmer l'intérieur de sa maison ou de son jardin. La famille de Nicolas Anelka était pieds jour et nuit. Starisé malgré lui, il avoue. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était le début d'un cauchemar. De nature introvertie, il n'est pas du genre à aller vers les médias. Ces derniers ne se privent pas pour ridiculiser le joueur français. Auteur d'un milieu de saison compliqué, il se souvient. Je vais à Marca pour leur donner une interview. On me demande de faire une partie de FIFA. Pour en faire une photo, je marque un but sur la console. Le lendemain, je vois quoi dans la presse ? Anelka a enfin marqué un but. Réaction des plus logiques, Anelka, après cette gifle, décide de ne plus leur donner l'heure. Au retour du mondial des clubs co-meilleur buteur avec Romario, il est titulaire pour le Classico contre le Barça. Et il marque. Le week-end d'après, moins bon, son entraîneur le met sur le banc le match suivant. Anelka se braque. À la reprise de l'entraînement, il exige des explications avant la séance. Le coach refuse, il souhaite lui parler après. Ne se sentant pas considéré, l'attaquant français refuse de s'entraîner. Le club le paie pour jouer au football et non pour créer des problèmes. Pas pour critiquer ses coéquipiers, ni pour leur donner tort ou raison. Sa force de caractère lui vient de là où tout a commencé chez lui dans les Yvelines, à Trappes. Il ira même jusqu'à dire aux dirigeants du Real Madrid « Moi je suis prêt à aller vendre des télés à Darty ». Anelka finit par s'excuser et réintègre l'entraînement. Il sent qu'il n'est pas le bienvenu. Les joueurs sont contre lui. Aux entraînements, pas mal de joueurs vont au contact à son encontre. Des contacts bien appuyés, à la limite du vice. Il s'accroche. Et comme l'a dit plus tôt un certain Eric Cantona, ça arrivait 1000 fois que le mec se chope avec un entraîneur, l'entraîneur du coup le fait pas jouer, le fait rentrer dans les dernières minutes, et la dernière minute il marque le but vainqueur. Ça arrivait 1000 fois. Effectivement, Anelka ne manque pas sa chance. En Ligue des Champions, il marque en demi-finale contre le Bayern Munich. Puis il est à l'origine du but victorieux en finale contre Valence. Anelka incarne ce star system devenu la norme de nos jours. Beaucoup critiqué car il était le premier à son jeune âge à être autant médiatisé, sollicité. Et comme dans le foot tout va très vite, si aujourd'hui on vous aime, demain on vous pousse dans le précipice. Cette fois-ci, les deux gamins des quartiers de Paris sont titulaires. Anelka Henry Anelka mène l'attaque de l'équipe de France. L'hyper-exigence du tricolore dénote. Il fait partie du groupe champion d'Europe, pourtant un sentiment l'habite. Il se sait champion, mais déçu de sa prestation sur l'ensemble de la compétition, il n'en fait pas trop sur ce titre, et préfère se contenter d'un très humble « c'est bien ». Il retourne à Paris, racheté pour 35 millions d'euros, là aussi ça ne dure qu'un an.
avant que Nico Anelka ne pose ses bagages du côté de la Mersey. À 23 ans, il vit sa plus belle saison du côté de Anfield. Enfin, il semble épanoui sur et en dehors du terrain. Et ça se voit, il réalise une superbe saison. Mais Gérard Houllier ne lèvera pas l'option d'achat. Enfin, je voulais me poser. Enfin, j'avais trouvé le club que je voulais. Et j'avais vraiment l'intention de rester dans ce club qui m'avait donné tant de plaisir. Et malheureusement, je signe pas. Liverpool, c'est un très beau club. Et puis là, pour des raisons que j'ai jamais bien compris, peut-être des gens qui ne souhaitaient pas trop souhaitaient privilégier peut-être des joueurs anglais par rapport à Nicolas Anelka. Parole contre parole, chacun se renvoie la balle dans ce dossier. Au bout, j'ai vraiment pensé le signer et puis j'ai pas senti le coup à cause de son entourage. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme elles sont. Et il fallait simplement me dire à l'époque, je te veux pas, ou j'ai préféré un autre joueur qui est peut-être pour moi meilleur que toi. Donc Gérard Houllier a sorti un livre et il dit dans son livre que mes frères voulaient me vendre au plus offrant et que c'était la seule fois de sa vie qu'il avait vu des Noirs rougir. Gérard, pourquoi mentir? Tu sais très bien qu'on avait déjà trouvé un accord et en plus de ça, tu sais très bien que tu voulais pas voir mes frères. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu mon frère Claude seulement, avec mon avocate et Doug. Tu t'en rappelles de ça? On avait trouvé un accord. Je voulais signer. Les fans voulaient que je signe. Le président voulait que je signe. Les joueurs voulaient que je signe. Mais toi, tu avais autre chose en tête. Donc, après, il y a eu la rumeur d'Arsenal. Oui, effectivement. Arsenal a vu que tu prenais pas position sur mon transfert, donc ils se sont renseignés. Que s'est-il passé quand tu étais à Liverpool et que tous les joueurs anglais et étrangers voulaient re-signer? Tu les as fait re-signer avec réévaluation sur leur contrat. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Noirs, les gens de couleur noire comme moi, sont venus dans le bureau? Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as pas marqué dans le bouquin, ça? Bon, tes mots. Non, vous les Noirs, quand on vous donne de l'argent, vous foutez plus rien. Mais malgré ça, on te pardonne, Gérard. On te souhaite le meilleur. Mais malgré ça, on te pardonne. Tu sais, dans l'islam, on te pardonne. Il faut être pardonneur. Donc je te pardonne. Premier coup de théâtre, Roger Lemaire ne le sélectionne pas pour le Mondial 2002. Vous me direz, vu le fiasco que ça a été, c'est pas grave. Oui, mais ça fait 2 Coupes du Monde que le Parisien a raté. Il en profite pour se trouver un nouveau club et signe chez les Sky Blues de Manchester City. À ce moment-là, ce n'est pas encore le Manchester City canon que l'on connaît. Jacques Santini succède à Roger Lemaire à la tête des Bleus. Il rencontre Anelka qui performe dans un effectif qui peine à suivre la cadence des gros cylindrées anglaises. Auteur d'une première saison à Manchester City de 14 buts, l'année suivante, en 2003-2004, il inscrit 24 buts toutes compétitions confondues. Le sélectionneur lui lâche lors de cette entrevue à Manchester. Je ne te prends pas à la prochaine sélection car je ne te connais pas. Anelka déclare dans la presse. Je reviendrai en équipe de France quand il se mettra à genoux. C'est en 2005 qu'il fait son retour en bleu, à l'occasion d'un match aux Antilles, terre de ses parents, grâce au nouveau sélectionneur en la personne de Domenech. Drummond et Alou Diarra qui essaie de reprendre, pas signalé hors jeu et le but de Nicolas Anelka. Sélectionneur qui sera aussi son bourreau, puisqu'un an après, en 2006, il ne sera pas appelé pour la Coupe du Monde en Allemagne. Déjà 3 Coupes du Monde de ratés. 2 ans après avoir joué à Fenerbahçe et Bolton, il signe à Chelsea en 2008. Le football anglais est fait pour lui, il brille avec le club londonien. Alors 2 fois champion en titre avant son arrivée, Chelsea finira 2e du championnat derrière Manchester United à 2 points. Les Blues rencontrent en finale de Ligue des Champions l'ogre mancunien. Au terme de cette rencontre, les 2 équipes sont à égalité, place au tir au but. Cristiano Ronaldo rate son pénalty. John Terry un peu plus tard aussi. 6-5, mort subite. Anelka, frappé de son numéro 39, saisit le cuir en main et place son ballon sur le point de pénalty. Beaucoup de tension se lit sur son visage. Sous une pluie battante, il s'élance. Le ballon est repoussé par Van der Sar. Le ciel de Moscou tombe sur la tête des Blues. Un sentiment de dépit le traverse. Il s'en veut comme si tout était de sa faute.
J'ai eu des difficultés franchement à revenir. D'accord. C'était très difficile quand je suis revenu. Très très difficile. Mais mentalement, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux me dire? Mentalement, ça veut dire que j'avais pas envie de revenir. Ah, J'ai pas envie de revenir, pas dans le foot, j'avais plus à Chelsea. Ouais. À ce point-là. Ouais, de ouf. J'avais plus envie, parce que c'était moi le fautif, tu vois. Quand tu sais que t'es fautif et que les gens ils te regardent comme si c'était. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est de ta faute en fait. Ouais, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas dit. Mais je sais. La saison suivante, en 2008-2009, Chelsea sort en demi-finale contre le Barça et le fameux match de la honte qui mettra hors de lui Didier Drogba. Et oui, sur cette action, l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Un an plus tard, Anelka, comme toute la France, ne s'attend pas à ce qu'il va se passer. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Que s'est-il vraiment passé? Les dernières informations, les dernières réactions, tout cela c'est dans un instant. Contre l'Irlande, il participe à ce match sous tension. Vainqueur 1-0 grâce à un but de Nicolas Anelka au match aller. Sur un geste de Thierry Henry, la France se qualifie grâce à un but de William Gallas. La polémique est inévitable. Son ami en prend pour son grade. Les médias y vont à cœur joie. Allons bon, on fait quoi? On rejoue tous les matchs comprenant une erreur d'arbitrage? La réelle question aurait dû être, est-ce que Domenech est un sélectionneur légitime? Ce même coach qui, après une piètre élimination à l'Euro 2008, demandera sa partenaire en mariage à la télévision. J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Dans un contexte nauséabond, Domenech rencontre le joueur et parle tactique à Anelka et veut faire de lui son attaquant phare. Nico, lui, parle de son style de jeu et de celui que le coach veut mettre en place. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas le genre de joueur à rester à la pointe de l'attaque en attendant le ballon. Convaincu, à la suite du stage de préparation à la Coupe du Monde en Tunisie, Nicolas Anelka se confie à ses proches, alors présents. Je veux me barrer, je touche pas une canette, il n'y a aucune affinité entre les joueurs. Il dit à Patrice Evra, capitaine de l'équipe de France. Nico vient me voir et me dit « Pat, je le sens pas, je sens qu'il va se passer un truc. » Evra le convainc de rester. Face au Mexique de Chicharito Hernandez, cette rencontre peut être décisive. La mi-temps est sifflée. Anelka se frustre dans sa tête, il analyse sa mi-temps, mais la colère monte. J'ai aucun ballon, je trouve pas la solution, on n'arrive pas à jouer, 0-0, on n'a toujours pas marqué de but. Perdu dans ses pensées négatives, tel le compétiteur qu'il est, le coach entre dans le vestiaire et cible directement l'attaquant français. Tel un volcan, il explose. La sanction est immédiate. Domenech sort Anelka. Le journal L'Équipe, le samedi 19 juin 2010, sort une bombe. Un scandale d'État éclate. Nicolas Sarkozy, en sa fonction de président de la République, prend la parole, avant que tous les bords politiques ne s'en mêlent. Si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, je n'y étais pas, ils sont inacceptables. Inacceptables. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, rencontre les joueurs. Souriant, elle s'étonne du bel accueil de ces derniers, loin de l'image sulfureuse que dégage l'équipe de France. Enfin, ça c'est en façade. De retour en France, son discours est tout autre. Je ne peux que constater, comme vous, le désastre avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. Le 19 juillet 2010, Nicolas Anelka intente un procès à l'équipe pour diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public. Le 1er juillet 2011, le verdict tombe, en voici un extrait. Un titre mensonger. Ce n'est que 8 ans plus tard, dans le reportage Sélectionneur, que l'on apprend ce qu'il s'est dit. Je demande à Nico de prendre la profondeur. Énervé, Anelka rétorque en jetant sa chaussure au sol, t'as qu'à la faire ton équipe de merde. Après 69 sélections pour 14 buts, Nicolas Anelka ne portera plus le maillot des Bleus. Il continuera son parcours à Chelsea plus d'1 an avant de partir en Chine. Il revint en Angleterre à West Brom. À la pré-saison, à 34 ans, il met but sur but.
Puis au cours du premier match de la saison, au bout de 75 minutes, son entraîneur décide de le sortir. Pour Anelka, à son âge, il interprète ça de la façon suivante. Au bout de 70 minutes, Steve Clark me sort. C'est un peu moi la star d'équipe. J'ai fait la pré-saison, j'ai marqué tous les buts. Et quand tu me sors, ça veut dire qu'en fait, tu veux montrer au public que s'il y a 0-0, c'est que ton attaquant a rien foutu. Et donc, c'est un manque de respect. À 34 ans, tu vois que dès le premier match, le coach te fait ça. J'ai complètement arrêté de lui parler. Arrive ce qui doit arriver, il me fait plus jouer, je suis plus convoqué, tu joues les malins, mais des fois tu te brûles. 5 matchs, 5 défaites. Ciao. Steve Clark est évincé, Anelka retrouve le terrain, et pour son premier match depuis l'éviction du coach anglais, il célèbre son but contre West Ham et adresse une quenelle envers son ancien entraîneur. Vous l'aurez compris, c'est du pain béni pour la presse qui détourne la célébration, traitant le joueur d'antisémite ou encore de nazi. Il sera suspendu 5 matchs et 250 000 € d'amende. La commission de discipline déclare que le geste était antisémite, mais que Nicolas Anelka ne l'est pas. Il finira sa carrière en Inde, au Mumbai City. Le soir où Anelka a franchi la porte frappée du numéro 15 a peut-être changé un destin qui s'annonçait encore plus grand, ou peut-être moins compliqué dans son histoire en bleu. Ne jetons pas tout, Anelka a fait une grande carrière. Quelques heures avant la convocation des joueurs chambre 15, Stéphane Meunier, jeune réalisateur, prépare un documentaire dans l'intimité des Bleus. Un documentaire qui se nomme « Les yeux dans les Bleus ». Il est le seul à avoir côtoyé les 28 joueurs pendant toute la préparation et la compétition. Ce soir du 22 mai 1998, il discute avec Franck Leboeuf. Alors que Martin Djetou joue au ping-pong, Franck, lui, plaisante sur son avenir avec le réalisateur. On a fait le tournoi du Maroc, et après on a eu 2-3 jours de repos, et après on est revenu à Clairefontaine pour la Coupe du Monde. Et là je l'ai appelé pour lui dire que je ne viendrai pas en Coupe du Monde. Et je l'ai appelé, j'ai dit ouais, je sens pas, j'en ai marre de me faire tailler à chaque fois que je viens jouer en équipe de France, donc ça me casse les couilles. Et il a eu des mots très très forts en disant si vous me lâchez, je sais pas ce que je vais devenir. Quelques jours plus tôt, le défenseur de Chelsea est convoqué en catimini par le coach. Moi je veux te prendre, mais tu seras le 3e défenseur central, soit le remplaçant de Laurent Blanc, soit le remplaçant de Marcel Desailly. Ou tu es d'accord, ou tu ne viens pas. Franck Leboeuf accepte. Quand cette situation le pèse, il part crier en forêt. Le jeune réalisateur écoute ce que lui raconte le récent champion de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Mais l'esprit de Stéphane Meunier est ailleurs. Il sent l'ambiance inhabituelle qui traverse les murs de Clairefontaine. La veille, Lionel Letizia a du mal à trouver le sommeil. Il avouera se sentir comme à l'école la veille d'un conseil de classe. J'étais limite, mais ça finissait toujours par passer. Auteur d'une excellente saison, Lionel Letizia et le FC Metz caracolent en tête du classement à égalité avec le RC Lens. À ce moment-là, derrière Bernard Lama et Fabien Barthez, il est le 3e meilleur gardien français. Malgré le bon parcours des Messins en championnat, ils ne seront pas champions. La faute, 5 petits buts séparent le FC Metz du RC Lens. Il se sent menacé. En mars 1998, son destin bascule sur une passe en retrait de Franck Leboeuf à la 2e minute de jeu. Letizia manque son contrôle. Sur une pelouse frigorifique de Moscou, Yuran profite de l'aubaine et marque devant 7000 soldats de l'armée russe pour spectateurs. Sonné par ce but, la France s'incline 1-0 dans le froid glacial de Russie. Philippe Bergerot, alors entraîneur des gardiens en équipe de France pour la Coupe du Monde 98 et du PSG, voit Lionel Letizia être recruté par le club de la capitale. La confrontation est inévitable. Cette question pèse dans la tête de Lionel. La première question que posera le Parisien à Philippe Bergerot concernera sa non-sélection pour la Coupe du Monde. D'un ton sincère et respectueux, l'entraîneur lui répond que le staff savait depuis quelques semaines qu'il n'était pas sélectionné. Non pas à cause de son erreur contre la Russie, mais à cause de la pression médiatique qui aurait été accentuée pour l'avoir sélectionné après cette erreur. Il en garde un souvenir douloureux. Il dit « Ils se sont retirés une épine du pied en m'écartant. Pour arrêter de parler de cette défaite à Moscou. Ils ont préféré charbonnier pour éteindre toute polémique. Aujourd'hui, je sais que ma valeur n'était pas le problème, et que je n'ai pas été écarté du groupe sur un choix sportif. » Dans le bureau du sélectionneur, Sabri Lamouchi, auteur d'une saison réussie, refait son parcours en club avec l'AJ Auxerre de Giroud. Sabri a fait trembler l'Europe avec son partenaire Stéphane Guivarch. Vainqueur de la Coupe Intertoto en début de saison contre Duisbourg, qui a permis au club bourguignon de participer à la Coupe UEFA, compétition qu'ils quitteront en quart de finale contre la Lazio de Rome, futur finaliste de l'édition. Il sait aussi son avenir en bleu incertain. Et si lui aussi avait été jugé sur ce fameux match contre la Russie,
il n'a pas apporté satisfaction ce soir-là. Si l'on remonte dans le temps, le Lyonnais de naissance peut encore croire en ses chances. Après avoir choisi la Tunisie, pour laquelle finalement il ne jouera aucun match, il décide de passer de l'Aigle de Carthage au Coq. Choix payant puisqu'avec les Bleus, il atteindra les demi-finales de l'Euro 96. Il fut un bon substitut de Deschamps. Une entente avec Zidane sur le terrain dans cette même compétition peut lui faire croire en une place dans la liste finale de 1998. Mais comme les autres, il a rapidement compris. Ce soir-là, il a su que son rêve s'envolait. Évidemment, il est sonné, conscient que le coach ne reviendra de toute façon pas sur ses paroles. Une fois que le sélectionneur ait fini de parler, il lui demandera s'il est possible de partir tout de suite. Une décision qui marque à jamais le joueur. Une carrière qui le verra s'exiler à Monaco grâce à ses bonnes performances, avant de partir en Italie avec des passages où l'idylle continue pour lui. Avec Parme en remportant une Coupe d'Italie en 2002, puis il partira à l'Inter Milan. Mais à 32 ans dans un effectif en surconcurrence au milieu de terrain, avec des joueurs comme Mathias Almeida, Zanetti, Stankovic, Karagonis ou encore le Turc Emre, il sera prêté pour les 6 derniers mois à Gênes en Série B, où il renaît. C'est donc logiquement que le club interiste le prêtera la saison suivante à l'Olympique de Marseille. Auteur d'une seule année au Vélodrome, le club phocéen souhaite conserver le joueur. Mais celui-ci, malgré ses bonnes performances, demande son départ. Il partira finalement au Qatar. Sa carrière en bleu se termine à 30 ans lors d'une victoire 5-0 contre le Japon. L'épisode du 22 mai 1998 l'a marqué profondément, puisque dans sa carrière de sélectionneur pour la CAN 2014, à la tête de la Côte d'Ivoire, il fera de nouveau allusion à ce triste soir. Si le temps finit par réparer les blessures, il peut aussi les raviver. Lors de cette soirée, Pierre Lègle ne peut le contester. Assis à côté de Sabri Lamouchi, le Lensois ne peut retenir ses larmes. Il l'a compris, pour lui aussi l'aventure est finie. 2 ans plus tôt, il quitte Lens pour la Sampdoria de Gênes, un club qui finira dans le ventre mou du championnat italien, alors que dans le même temps, son RC Lens sera champion de France. Il avouera qu'à la même époque, le Paris Saint-Germain souhaitait s'attacher ses services. Mais Michel Denisot, président du Paris Saint-Germain, présentait une émission télé sur la chaîne Canal+, au Festival de Cannes. Les négociations traînant, il file donc en Italie. Dans l'ouvrage de Karim Nedjari, il émet un doute sur son choix. Le championnat italien est certes le meilleur à cette époque, mais de ne pas jouer dans un club majeur italien a sans doute coûté ma place. À la Sampdoria, il finira par jouer au poste de latéral. Un sacrifice fait afin de s'assurer une place en équipe de France pour la Coupe du Monde à domicile. Choix payant puisque lors d'un France-Écosse, il est titulaire à ce poste. Aimé Jacquet lui glisse à l'oreille. « Tu es le 18e ». Devait-il comprendre qu'il serait le 18e sur les 22 sélectionnés ? On ne peut qu'interpréter ces mots. Non retenu pour la Coupe du Monde, il finira par changer de club 1 an après ce terrible soir. Sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci, le destin lui sourit. Et comme les choses sont bien faites, Lyon et Lens s'affrontent pour l'ultime journée. Et le deuxième but, c'est le débordement de Lègue après un bon service d'Anderson. Et il va chercher là-bas au deuxième poteau Violo qui va arriver. On voit que Blanchard arrive un petit peu en retard. Pierre, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de subir pendant 45 minutes. Ça paraît impossible contre Lens. Non, bien sûr, il va falloir remonter un peu le bloc et essayer de profiter des comptes qu'on aura pour essayer d'en mettre un troisième. On a l'impression que mentalement, vous avez pris un coup un peu sur la tête. Ça paraît drôle quand même. Non, je pense pas. On a pris peut-être un but, on a peut-être un peu reculé, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va remettre les choses à leur place. Ok, merci. Le calcul est simple, celui qui gagne est champion. Le match bascule à la 53e minute de jeu. Juninho, non pas qu'un simple tireur de coup franc, le Brésilien prend le ballon. Double contact 1 fois, 2 fois, il s'ouvre le côté gauche et offre une passe décisive dans la profondeur au ch'ti d'origine. But à Lyon, but de Pierre Lègle, but de Pierre Lègle, Thierry, le 3e but servi. Guillaume Varmus a été surpris. On voit le travail de Juninho qui va décaler Pierre Lègle. Gros travail de Juninho. Il décale Pierre Lègle et au moment de la frappe, eh bien Jean-Guy Voilem vient toucher le ballon qui vient lober Guillaume Varmus. Guillaume Varmus ne peut absolument rien. Ce ballon est freiné mais donne cette possibilité de lob à cette frappe lyonnaise. Le stade de Gerland explose. Le score ne bougera plus et Lyon remporte son premier trophée. L'Aigle s'envole dans l'histoire du club, avant de partir pour Montpellier.
Malheureusement, le club montpelliérain sera relégué la saison suivante. Pierre Lègle retournera dans la région lyonnaise à 34 ans. Il finira sa carrière à l'AS Saint-Priest en amateur. La vraie vie le rattrape, il se retrouve au chômage. Une période après justement où j'étais au chômage après Montpellier, où je savais pas trop ce que j'allais faire, donc c'est une période où on doute un peu de ses capacités. Aujourd'hui, Pierre Lègle est agent immobilier dans la région du Rhône, métier qui lui convient. Mon métier c'est marchand de biens, c'est-à-dire que j'achète ou des terrains seuls ou des maisons avec du terrain, et ensuite je divise. Je revends la maison telle qu'elle, et avec le reste du terrain, je divise en fonction de la grandeur. C'est un métier que j'aimais bien puisque j'en avais fait quand j'étais pendant ma carrière, j'avais investi dans l'immobilier. Peut-être sa carrière aurait été encore plus grande s'il avait été parmi les 22 champions du monde. Le temps de vous raconter le parcours de Pierre Lègle est en train de débuter un long délibéré du sélectionneur, que personne n'écoute. Les joueurs ont compris, ils ne feront pas partie de l'aventure. Aimé tient un discours des plus banaux, qui manque d'un brin d'amour. Vous l'avez deviné, pour vous l'heure de la séparation est arrivée. Mes choix ont été difficiles, je les assume car c'est dans ma fonction de les assumer. Et surtout parce que je les ai faits exclusivement sur des critères de terrain. J'ai banni l'affectif de toutes mes appréciations pour décider en professionnel. Ce n'est pas en 5 jours que l'on choisit 22 joueurs. Aujourd'hui encore, ils ne savent plus très bien ce qu'il s'est dit dans ce bureau. De marbre, Nicolas Nelka l'est en apparence. Il pense entendre des mots blessants. Il se souvient. Toi c'est normal, t'as rien fait dans ta vie, tu étais là juste pour le fun. Le sélectionneur sort donc des banalités qui, à chaque fin de phrase, mettent KO les hommes en face de lui. Le choix ne s'est pas fait sur votre valeur. Intrinsèquement, vous méritiez peut-être autant que d'autres la sélection. Mais j'ai dû intégrer des notions de polyvalence et de complémentarité et d'équilibre. J'ai préparé pour chacun d'entre vous un programme d'entraînement à poursuivre dans le cas où nous aurions à déplorer une blessure. D'ici la communication officielle des 22, est-ce que je peux compter sur vous ? À la suite de cet entretien, le staff avait imaginé que les bannis accepteraient leur sort, remonteraient dans leur chambre, prendraient le petit déjeuner et partiraient le lendemain matin. Le seul à prendre la parole est donc Sabri Lamouchi. Ce que l'on veut faire, je vous le demande. Peut-on partir dès maintenant ? Si on me donne l'autorisation, je pars dans la foulée. Quelques heures auparavant, après le repas du soir, Martin Djetou est à la table de ping-pong. Champion de France un an avant, à 23 ans, avec l'AS Monaco, il s'amuse comme un gosse insouciant. Pas loin de là, près de la table de billard, Manu Petit, lui, est perdu dans ses pensées. Il se persuade d'être dans la liste des bannis. Son ami Martin vient lui parler pour le rassurer. Handicapé par les blessures cette saison à Arsenal, Emmanuel Petit pense que cela peut lui coûter sa place en équipe de France. D'autant qu'une réputation d'un joueur ingérable lui est faite. Le Gunner a remporté le championnat et la Cup cette année-là. Mais Manu a un atout considérable, car en plus d'être l'un des rares gauchers de cette équipe, il peut évoluer jusqu'à 4 positions sur le terrain, une polyvalence qui plaît au sélectionneur. Martin Djetou le rassure et lui dit « Manu, t'es fou ou quoi ? Tu seras pris forcément. » Puis il repart à la table de ping-pong. Les rires et les contestations se font entendre, comme dans une colonie de vacances. Quand d'un coup... « Martin, t'es attendu dans le bureau du coach ?» Dans un premier temps, le joueur de Monaco n'entend pas, les bruits l'en empêchent. Henri Émile répète « Martin, t'es attendu dans le bureau du coach ?» Martin Djetou pose la raquette sur la table et serre la main de ses coéquipiers qui assistent médusés à cette scène. Plus de rire, mais un respect mélangé à un soulagement s'affiche sur leur visage. Le soulagement de ne pas être convoqué. Martin se dirige vers Manu et lui serre la main. Il entend de la part du joueur monégasque. « Bonne chance, Manu. » Subjugué, Manu Petit répond à Martin. « Arrête de déconner, tu veux bien ? » Je vais partir, Manu. Tu le sais comme moi, c'est foutu. Je fais partie de la liste de ceux qui vont rentrer à la maison. Martin est sonné. Tel un condamné à la chaise électrique, il déambule jusqu'à la porte du coach. La suite, vous la connaissez. Triste mais digne, le Roc dit en sortant du bureau de Aimé Jacquet. « Je pars en vacances, mais vous pouvez compter sur moi. » Il avait 5 minutes de retard à table, donc il y avait 2 places. Moi, je regarde et je me mets avec Robert, Claude, et parce que comme en esport on était ensemble, je me suis mis avec les jeunes, quoi. J'allais pas me mettre avec les plus anciens. Les plus anciens. Donc moi j'ai réfléchi comme ça. Et alors tout le monde rigole et puis moi je suis assis et puis quand je lève la tête, il y a plus personne. Et je me remets à manger, tout le monde rigole. Et je lève la tête, toujours je suis le seul à ne pas comprendre. Et quand je regarde, en fait, je vois une main qui fait du style là où tu es, c'est ma place. Et en fait, c'était Marcel. Mais quand il est sorti de là, il rigolait. Et mais bon, il voulait quand même la place. Donc j'ai pris mon plat et je lui ai dit que je lui manquais pas de respect, mais lui il manquait aussi du respect parce que à nous tous parce qu'il était arrivé en retard. Donc soit tu t'excuses et puis en même temps tu prends la place qu'il y a parce qu'on est un groupe. Donc moi je l'avais compris comme ça.
Mais en fait, j'avais oublié que j'étais tout jeune, que c'était la première fois que j'étais là, qu'il y avait certaines personnes, les gamins, on devait rien dire, quoi. Mais bon, c'était pas méchant, c'était pas méchant. Ce soir-là, arrivé chez lui, Martin demandera à son ami, venu le chercher en voiture, de continuer de rouler. Il fera des tours de voiture dans tout Paris, avec pour meilleur ami une bouteille d'alcool pour oublier. Mais la force ne quitte pas ces gamins venus de banlieue. Pourquoi renoncer après tant d'efforts, de sacrifices? Au bout des rêves, pour y arriver, il faut lutter. Ce chaos renforcera le défenseur central venu de Montmélie. La saison 98-99, il finira avec Monaco à la 4e place. Et l'année suivante, il est champion de France. Plusieurs agents flairent le bon coup, et tous jurent posséder le mandat du joueur. Naturellement, le Bayern Munich, la Juventus et le FC Barcelone s'intéressent à son profil. Les contacts sont pris. Le Bayern comprend la mascarade qui se trame autour du joueur et décide de cesser toute négociation. C'est alors que Oscar Damiani, agent italien, mène des discussions avec la Juventus. Djetou est emballé à l'idée de jouer pour le club transalpin. Pour le club turinois, Djetou est le nouveau Desailly ou Thuram. Afin de s'attacher les services du joueur monégasque, les Italiens sont prêts à mettre 100 millions de francs sur la table, un record pour l'époque. Arrivé en Italie en compagnie de sa femme pour signer le contrat, il remarque que le montant n'est pas du tout le même que évoqué par téléphone. On le fait passer pour un guignol qui ne comprend rien au monde de la finance. Pire que ça, on lui dit « Mais mon garçon, prends ce que l'on te donne. Quand tu retourneras en Afrique, tu vivras milliardaire avec ça. » Non, vous ne rêvez pas. Les intermédiaires du deal lui ont vraiment dit ça. Et comme si ça ne suffisait pas, ces mêmes intermédiaires lui ont monté le cerveau, pour lui faire croire que Monaco ne voulait plus de lui. Qu'il représentait une valeur marchande bien trop élevée pour ne pas le vendre. Une affirmation démentie par le président de l'époque, Jean-Louis Campora, qui lui dira avec sincérité « Nous n'avons jamais voulu te transférer. Tu partiras quand tu le veux. Nous, on veut te garder. » Les portes de la Juventus se referment pour toujours. Et le FC Barcelone? Dans le même temps, le Barça recrute un autre jeune joueur de Monaco, en la personne de Philippe Cristanval. Déçu par cet été mouvementé, il quitte son agent Bruno Satin. Il opte pour un trio d'agents fallacieux. Joueur confirmé avec l'AS Monaco, le ministre de la Défense, comme on l'appelle du côté du Rocher, est appelé par Roger Lemaire pour l'Euro 2000. Il se souvient de cet appel. Je me souviens bien, j'étais assis sur ma terrasse en train de lire l'équipe. Mon téléphone sonne et Roger Lemaire me dit « Mon petit, comment tu vas ?» Je réponds très bien, coach. Je l'aimais bien, je l'avais eu comme entraîneur au bataillon de Joinville pendant mon service militaire. Il m'adore et je l'adore. Et il me demande « Martin, est-ce que tu es prêt à venir en stage à Tignes avec nous pour préparer l'Euro 2000 ?» Je lui réponds « Coach, évidemment, mais je suis dans la liste des 22 ou dans la liste élargie des 28 ? En gros, je lui demande de savoir si je suis là pour faire le nombre ou est-ce que je vais rentrer à la maison. » Il me répond « Écoute, je sais pas bien encore, car Dugarry est blessé. » Je réfléchis et je me dis « Mais Dugarry, c'est un attaquant. Et moi, je suis défenseur. C'est quoi le rapport ?» Je lui réponds « Coach, si je ne suis pas pris dans la liste des 22, je préfère ne pas venir. C'était trop difficile la dernière fois. » Et là, il me dit « Je te comprends. Je suis content qu'on ait eu cette conversation entre hommes. Franchement, elle reste bien évidemment entre nous. » Le lendemain, j'ouvre l'équipe et je dis en titre « Djetou refuse l'équipe de France. » Encore aujourd'hui, quand je croise Roger Lemaire, je vois qu'il a honte un peu de ce qu'il m'a fait. Djetou se voit retirer son brassard par le nouvel entraîneur monégasque, un certain Didier Deschamps. Il n'est plus désiré par le coach et fait ses valises dans le club italien de Parme. On compte sur lui pour faire oublier le départ de Lilian Thuram. Quelques mois après son arrivée dans le club, son aventure commence déjà à sentir le vinaigre. Jet, comme on le surnomme, raconte « Au bout de 4 mois à peine, on n'est pas payé. On monte au créneau pour recevoir notre salaire. En fait, s'ils payaient certains joueurs et pas d'autres en fonction de leur statut. » Martin Djetou sera prêté direction Londres et plus précisément Craven Cottage, où il retrouve Jean Tigana. La première année du Frenchie voit les Cottagers se maintenir à la 35e journée. Une saison décevante qui verra Chris Coleman remplacer Jean Tigana. Pendant ce prêt, Fulham paye la moitié du salaire de Martin Djetou. Le club italien doit donc prendre en charge l'autre moitié. Ils ne lui verseront pas le moindre centime. De retour en Italie à la fin de son prêt, il est attendu pour faire valoir ses droits concernant ses salaires non versés. Et dire qu'il lui reste encore 3 ans de contrat avec le club italien, ou plutôt 3 ans de cauchemar. À la suite de tests physiques, le club italien lui trouve, pour être très précis, une hypertrophie cardiaque du ventricule gauche. Martin Djetou nous raconte. Le club invente une maladie cardiaque pour rompre mon contrat. Je décide de me battre et je reviens au club. Je découvre avec stupeur la suite. Je n'ai plus de place à mon nom dans le vestiaire. Je n'ai plus d'équipement, je ne suis plus sur aucun planning.
Le club nie mon existence. Le club en difficulté financière cherche à rompre son contrat. Esselé, il décide de parler au coach de l'époque, Cesare Prandelli. Il me regarde et me dit « Tout s'est bien passé en Angleterre ?» Je lui réponds que j'ai adoré l'ambiance, le niveau de jeu, que tout était très différent de l'Italie, et il me répond « Tu sais quoi ? Il fallait y rester, parce qu'ici on ne te donnera pas un centime de ton contrat. » L'ambition du club de concurrencer des grandes équipes italiennes comme la Juventus ou l'AC Milan amènera Parme jusqu'au dépôt de bilan. Je voulais bien partir, mais il devait me verser les 3 ans de salaire restants. J'aurais pu casser mon contrat, mais je ne connaissais pas toutes ces techniques. Je faisais confiance à mes agents à tort. Je suis rentré dans un bras de fer avec le club. Un jour, on part en match amical en Espagne, mais les dirigeants refusent que je monte dans l'avion. Je découvre que je n'ai plus accès au centre d'entraînement. Heureusement, un jeune Brésilien nommé Junior me prête son casier et des équipements pour que je puisse au moins m'entretenir physiquement. Un jour, lors d'une séance d'abdominaux, il voit 2 hommes armés d'une carabine arriver vers lui. Martin Djetou se souvient de cette scène, digne d'un thriller. Ils m'entourent et m'ordonnent de me lever et de partir sur le champ. Ils me menacent. L'un des deux met la main sur son pistolet. Je me lève doucement et je le fixe. Si vous êtes un homme, touchez-moi, et on verra qui sortira de la salle de musculation en premier. La colère du gamin de Montmény est palpable. Quand j'ai vu cette situation dégénérer, je suis sorti du vestiaire pour appeler mon avocat. Dehors, des journalistes venus voir l'entraînement assistent à ce cirque. L'entraîneur de Parme menace les représentants des médias. Si l'un d'entre vous écrit un article sur l'affaire Djetou, il ne rentrera plus jamais au club de Parme. Avec ses avocats, Martin Djetou décide de démonter le complot. Je suis allé voir un cardiologue de l'AS Monaco. Je suis allé voir le cardiologue également du Paris Saint-Germain. Et enfin, je suis allé voir le cardiologue à la Salpêtrière. Évidemment, les 3 sommités m'ont déclaré apte à jouer au football. J'ai consulté également un autre cardiologue italien qui lui aussi m'a donné son feu vert. Ce dossier sera porté jusque devant le tribunal. Face aux juristes de Parme, chacun défend son dossier. Autour du club parmesan d'avancer ses preuves. Martin Djetou revoit encore la scène. Le médecin de Parme nous a demandé de regarder le dossier à la page 26, celle qui montrerait une photo de mon cœur supposément malade. Et là, stupeur, il n'y avait pas de photo. Quand vient mon tour, j'expose les conclusions de tous les spécialistes que j'ai vus. À l'issue de notre défense, des avocats et des médecins de Parme retrouvent comme par hasard une photo de mon cœur. Mais très vite, les experts du tribunal se rendent compte de la supercherie. Un grossier montage radio, d'un cœur qui n'est évidemment pas le mien. Tout est prouvé, mais je n'ai jamais gagné pour autant. Le tribunal m'a donné raison à l'exception d'un juge qui a refusé de parapher les documents. En fait, à l'époque, derrière Parme, il y avait la mafia. Je me suis lancé dans une longue bataille juridique et je n'ai jamais touché, à ce jour, un seul centime de mon contrat à Parme. Martin Djetou finit par quitter Parme pour un retour en France du côté de la Côte d'Azur. Gernot Rohr, alors entraîneur, l'accueille à bras ouverts. Mais le coach est débarqué au bout de 6 mois, pour cause de mauvais résultats. Martin raconte. Je ne m'entends pas du tout avec le nouveau coach. À la fin de la saison, Martin Djetou part à Bolton en Angleterre. Mais là aussi, il rencontre des gens peu scrupuleux qui essayent de manger sur son transfert, y compris le coach de l'époque, Sam Allardyce. Il sent la magouille, fort de son expérience en Italie, et quitte le club au bout de 6 mois. Elle est loin l'époque où les plus grands clubs s'arrachaient le talentueux et prometteur défenseur central. Son amour pour le foot le pousse coûte que coûte à trouver un club. Et donc à 31 ans, il signe en Ligue 2 à Istres. Mon ami Steve Marley me convainc que le président est un type bien, très famille. Moi j'ai tellement envie de jouer que je ne me pose pas trop de questions. Je fonce. Martin envoie promener ses agents et ne veut plus que les intérêts des uns et des autres l'éloignent des terrains. Pour montrer sa volonté et sa détermination, il dit à Steve Marley « Tu diras au président que ce qu'il me donne, je le prends. Le salaire proposé sera le mien. » À Istres, je me retrouve face à un président fantasque qui m'entourloupe. À l'époque, il me paye 7 000 € par mois. Il en retirait 1 500 pour ne pas payer trop d'impôts selon lui. Il m'avait promis de me verser mon manque à gagner sous forme de prime en fin de saison. C'était soi-disant de l'argent placé. Moi, une fois de plus, j'ai confiance. Quand j'ai voulu récupérer mon argent, il m'a répondu que j'avais pas très bien compris. Là, je suis tombé des nues. La bonté de Martin Djetou est une faiblesse dans ce milieu de requins. Au club, il faisait en sorte de rassembler les joueurs à travers des tournois de pétanque. Il payait la viande pour les barbecues. Parti en vacances pour se changer les idées, il appelle le président de Istres pour savoir si celui-ci compte prolonger son contrat. À 31 ans, l'horloge tourne, et se retrouver sans club au-delà de la trentaine peut vite devenir risqué, dans un monde qui vous oublie du jour au lendemain. Le président en question ne décrochera jamais. Pendant ses congés, des joueurs s'étaient disputés pour récupérer sa maison. Tout le monde était au courant de ce qui allait se passer pour Martin Djetou, sauf lui. Blessé dans son orgueil, son père le ramène à la raison afin d'éviter de régler ça entre hommes. Dégoûté par ce milieu où le vice et les coups bas font rage, il décide de rentrer à Strasbourg, son club formateur.
Pas loin de raccrocher les crampons, il a tout de même acheté une maison dans la capitale alsacienne. Pour son épouse, il a investi dans un superbe immeuble, où il a construit un centre de beauté moderne, un placement pour l'avenir. Lors de la reprise du bien confié en gérance, Martin et son épouse ont constaté avec stupeur l'ampleur des dégâts. Le bien avait été totalement négligé, les loyers demeuraient impayés, et les coûts des travaux de rénovation s'annonçaient considérables. Martin a engagé des procédures judiciaires, mais celles-ci se sont avérées inefficaces. En conséquence, il a été contraint de vendre son bien à perte. Mis au courant de la situation de Martin Djetou, le président du petit club de Schiltigheim lui propose de venir jouer en championnat amateur, histoire de lui changer les idées. Après tout, le nom de Djetou peut apporter du public, des sponsors ou des mécènes. Martin dit oui, à condition que l'on engage son neveu. Il se souvient. J'ai accepté l'offre malgré l'avis de mon épouse qui m'avait prévenu qu'elle ne sentait absolument pas le type. Elle avait encore raison. Au bout d'un mois, je n'avais toujours pas touché 1 euro. L'international aux 6 sélections retenu dans la liste des 28 pour la Coupe du Monde devait toucher 1 000 euros par mois. Quand ses anciens collègues Zidane, Desailly ou Henry gagnaient 500 000 euros au Real, à Chelsea ou encore à Arsenal. La vraie vie le frappe de plein fouet. Incapable de remplir ses papiers, il ne touchera absolument aucune allocation, ni de chômage ni de RSA. Il tente de faire des essais dans des clubs étrangers, avant d'arrêter sa carrière. Il se souvient. Je suis allé en Allemagne, à Duisbourg, puis à Wolfsburg et Offenheim. À chaque fois, avec des histoires rocambolesques. À Wolfsburg, l'entraîneur me convoque, me fait jouer dans la boue et la neige en Slovaquie. Sur le terrain, il découvre que je ne suis ni attaquant ni meneur de jeu. Moi, je suis défenseur, alors il se moquait de moi. Je suis reparti en colère sans reprendre mes affaires. La cerise sur le gâteau, le club de Wolfsburg n'a pas payé la moitié de mon billet retour en train. J'ai été obligé de descendre à mi-chemin, à Karlsruhe, et j'ai fait Karlsruhe-Strasbourg en taxi, que j'ai dû payer de ma poche. Un dirigeant du club s'était mis la différence dans la sienne. Depuis la fin de ma carrière, je fais des cauchemars. Je rêve que je suis en équipe de France et que je suis toujours en retard. Ou alors que j'ai oublié mes chaussures dans mon sac. Moi, depuis gamin, je rêvais de disputer la Coupe du Monde en France. Même remplaçant, même si j'avais dû couper les oranges pour les autres, je l'aurais fait. Aujourd'hui encore, j'entraîne les moins de 19 ans de Strasbourg. Et si je dois passer le balai pour nettoyer le vestiaire, je le fais. Je me dis pas que je suis le grand Martin Djetou ou l'international, je suis comme ça. Mais après, encore une fois, c'est peut-être la manière dont ça s'est fait. Et maintenant que je suis à sa place, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Bon, je suis encore un peu trop humain dans ce métier, donc je le vis pas bien pendant quelques temps. Parfois, Martin Djetou repense à ce vendredi noir. Devant ma télé, je me suis dit, c'est donc eux les anciens qui avaient décidé de m'évincer? Je ne veux pas y croire. En fait, j'ai eu le malheur de toucher mon rêve sans l'accomplir. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas tout résolu. Quand le moment vient, je le fuis. Je crois que j'ai peur. Ce vendredi soir a sans doute changé le destin de Martin, un destin croisé avec celui d'Ibrahim Ba. Une aventure qui commence à 9 ans. Arrivé de Dakar avec ses parents, il se retrouve dans le quartier de Barbès. Formé au Havre, il se voit vite courtisé par le FC Nantes à l'été 96. Mais finalement, il change d'avis et décide de jouer aux Girondins de Bordeaux, convaincu par Roland Courbis. Roland Courbis l'appelle sur son téléphone, le Nokia 8110. Voici l'anecdote. C'est le début des téléphones en fait, des téléphones portables en fait. Je décroche, il y a quelqu'un au téléphone de l'autre côté qui me dit ouais écoute c'est Roland Courbis avec son accent tu sais. Ouais c'est Roland Courbis, écoute j'ai entendu que tu vas à Nantes, mais bon je vais te dire pour moi tu devrais venir à Bordeaux parce que moi je vais entraîner Bordeaux et avec Bordeaux et on va jouer comme ça, tu vas jouer sur le côté, patati patata. Tu vois, pour ne pas le froisser, je lui dis écoutez, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Il me dit ok. Et 5 minutes après, un autre coup de fil. Ouais, allô, c'est Roland Courbis. Alors, t'as réfléchi? Je vous ai dit que je vais réfléchir. Ouais, je t'ai donné 5 minutes pour réfléchir. Écoute, j'ai pas le temps. Si t'as besoin de réfléchir, c'est que t'es pas un joueur fait pour Bordeaux. T'es pas un joueur fait pour moi. Tu vas à Nantes pour quoi faire? Ils sont champions de France, tu vas être un joueur parmi tant d'autres. Tu ne seras pas le joueur. Par contre, si tu viens à Bordeaux, je vais construire l'équipe autour de toi.
Et je dis, mais il est fou. Il m'a mis la pression, en fait. Remise en contexte. On va tout changer à Bordeaux parce que tout le monde partait. C'est l'année 96 où ils ont été battus en finale de la Coupe d'Europe contre le Bayern. Donc tous les joueurs partaient. Zidane partait, tout le monde partait. Bordeaux perd la majorité de ses joueurs cadres. Bijendet Lizarazu, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry. Et donc 2 jours plus tard, Ibrahim décide de signer aux Girondins de Bordeaux. L'appel de Roland Courbis l'a donc convaincu. Ibrahim Ba réalise une super saison. Il est tout logiquement convoqué chez les Bleus. Et la success story se met en place. Dès sa première convocation en équipe de France, il est titulaire et il marque contre le Portugal. Sur un but dont Ibrahim Ba a le secret. Joueur percutant qui n'a pas peur de dribbler, qui apporte constamment du danger, son intégration au sein du groupe France à 24 ans est réussie. Forcément, quand vous brillez en sélection, les plus grands clubs derrière s'arrachent vos services. Comme l'avouera Ibrahim Ba, tous les clubs étaient sur lui, le Bayern, le Barça, le Real, Arsenal, Paris. Mais avec Ibrahim Ba, c'est bien le club de Londres qui tient le bon bout, puisque souvent il rencontre Arsène Wenger ou encore David Dean. Invité sur les plateaux de Canal+ pour parler de ses performances, il rencontre alors Michel Denisot, qui en profite pour le convaincre de venir à Paris. Mais Ibou, comme on l'appelle, a la tête bien faite, il ne veut pas signer au Paris Saint-Germain. Il se rappelle. J'avais peur de signer à Paris, parce que j'avais tous mes copains de quartier et vous savez comment c'est. C'est donc contre 450 millions de francs que Ibrahim Ba fait ses valises direction l'Italie, et plus précisément au Milan AC. Une saison seulement après son passage aux Girondins de Bordeaux, il se retrouve dans le plus grand Milan, ou l'un des plus grands Milans de l'époque. Maldini, Baresi, Georges Weah, Boban, Savicevic, Baggio, Kluivert, et pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Car Milan, cette année-là, va finir 10e du championnat. Mais Ibrahim semble s'installer en équipe de France. Titulaire contre l'Afrique du Sud, lors d'un match amical, il est aussi titulaire contre l'Espagne dans le nouveau Stade de France. Et comme tous les matchs de préparation lors d'une Coupe du Monde, Aimé Jacquet veut aussi faire tourner afin de voir les autres joueurs. Et à ce moment-là, Ibrahim Ba est en concurrence avec un certain Robert Pires. Il se souvient d'une conversation qu'il a pu avoir avec Aimé Jacquet. J'ai eu une discussion avec le coach. Je lui ai demandé si je pouvais partir. Il m'a dit « Écoute-moi, tu peux partir à l'étranger, mais il faut que tu joues. Si tu joues, tu seras pris. » Les stats parlent pour Ibrahim Ba. En un peu plus de 36 matchs, il va inscrire 12 passes décisives. C'est un coup de massue qui lui tombe sur la tête le 22 mai 1998. Mais surtout, il n'en a aucune idée. Pour lui, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Car quelques semaines plus tard, après la victoire des Bleus contre le Brésil 3-0, son nouvel entraîneur lui dit qu'il veut le voir évoluer sur le côté droit. Côté où il se sent moins à l'aise, et demande au coach s'il peut rester sur le côté gauche, car il serait plus performant à cette position. Le coach refuse, et lui préférera Elveg. C'est le début de la fin. Une saison sur le banc à regarder les copains jouer, il fait partie de ce Milan champion. Pourtant, au fond de lui, il le sait, ce titre a un goût amer, un goût de frustration. Il est prêté à Pérouse. En l'espace de 3 mois, il passe de titulaire au Milan à banni des Bleus, puis banni de son club. Il se retrouve à Pérouse. Il ne joue pas plus qu'à Milan. Pour couronner le tout, lors d'un match, il met un coup de tête à un défenseur de Cagliari. Puis il sera handicapé par des blessures répétitives, tout ça au cours de l'exercice 99-2000. La saison suivante, il retourne à Milan, où il ne disputera que 9 matchs de championnat. L'AC Milan termine 3e et ne compte plus sur l'international français. Il le prête alors à Marseille. Arrivé hors de forme, le club phocéen le met au placard. Il disputera 9 matchs sous les couleurs olympiennes et revient à Milan brisé, démoralisé et mortifié. En 2 ans, il participera à 5 matchs avec le Milan. Écœuré, il craint d'être oublié. Alors sans conseiller sérieux, et dans ce qui commence à ressembler à une dépression, il fait le choix de signer chez les Wanderers de Bolton en Angleterre. Mais le championnat anglais est trop physique pour lui, et ne parvint pas à s'imposer. Il ne jouera que 9 matchs. À bientôt 30 ans, Ibrahim s'approche du crépuscule des champions. Il tente l'aventure en Turquie à Rizespor. Il prend la fuite en pleine nuit, au bout de 2 matchs, car le club ne paye pas ses joueurs. Oublié de tous, alors que 8 ans auparavant on parlait de lui comme le futur de l'équipe de France. Il finira sa carrière en Suède à Djurgårdens, à seulement 32 ans. Et c'est vrai que l'équipe de France a toujours été particulier par rapport à ça. Il y a ceux qui avaient déjà, puisque toute cette génération là, donc c'est ceux de l'Euro 96, donc qui avaient vécu une compétition ensemble, qui étaient un petit peu les tauliers. Et c'est vrai que quand tu y arrives,
c'est jamais évident. Il y a ce coup des places à table, des places dans le bus, c'est des conneries, mais c'est vrai que ça quand existe, ça a toujours oui, existé. ça a toujours existé. Et quand tu arrives, eh ben, on est tous là, à raser les murs, à se demander si on fait pas une connerie quand on s'assoit à table, quand on monte dans le bus. Et il y en a qui le vivent plus ou moins bien que d'autres. Parfois, les carrières appartiennent à la décision d'un homme. Un homme peut changer votre destinée. Ce soir-là, c'est Aimé Jacquet qui a tranché. Il ne se remettra pas vraiment de cette nuit où il dut exclure 6 hommes. 8 si l'on compte Ginola, qui a été bâché par le sélectionneur, et Cantona qui lui aussi aurait pu prétendre à une place en équipe de France. Lors du stage au Maroc, entre l'abattage médiatique et la tension qui a paralysé tout un groupe jusqu'à l'annonce des 22 sélectionnés, Aimé Jacquet fera un malaise vagal, dont il se remettra peu de temps après. L'annonce faite aux 6 joueurs a marqué l'homme à jamais, mais aussi tous ceux présents ce soir-là. C'est aussi pour cela que Didier Deschamps, alors capitaine de l'équipe de France en 1998 et aujourd'hui sélectionneur, préférera appeler des réservistes, plutôt que de renvoyer des joueurs chez eux, comme ont pu le faire Aimé Jacquet et Raymond Domenech.